Merci de nous rejoindre sur l'heure des citoyens. Cette semaine, c'est notre magazine mensuel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Émission réalisée avec le soutien de la NED, la National Endowment for Democracy. Le thème central de la discussion s'intitule, ainsi qu'il suit, les organisations régionales et continentales et leurs politiques et actions contre les coups d'État et autres changements anticonstitutionnels. En clair, nous essayerons de voir comment est-ce que l'Union africaine, la CEDEAO, comment est-ce que ces organisations opèrent lorsqu'il y a un changement anticonstitutionnel qui intervient dans un pays, que ce soit un coup d'État ou bien une révision anticonstitutionnelle? On dénombre près de 100 coups d'État, 130 coups d'État, 130 coups d'État, j'allais dire, 130 coups d'État réussis dans 36 pays d'Afrique depuis 1952, année à laquelle le roi Farouk d'Égypte est devenu le premier chef d'État africain à être déposé. 8 coups d'État ont réussi ces 3 dernières années en Afrique. L'Afrique de l'Ouest reste marquée depuis 2020 par 2 putschs au Mali, 2 au Burkina Faso, un en Guinée et un au Niger. À cela, il faut ajouter les modifications anticonstitutionnelles comme celle survenue au Togo l'an dernier pour instaurer un régime parlementaire. Et quand survient un changement brusque, la CEDEAO, l'Union africaine et d'autres organisations s'illustrent par des condamnations de principe et d'autres actions visant à rétablir l'ordre constitutionnel. Pour en discuter, je suis avec Dr Ibrahim Mbouj, chargé de programme à Africa Jom Center. C'est un think tank basé ici à Dakar. Bonjour Ibrahim Mbouj. Bonjour Moumouni, Bienvenue dans nos studios. merci pour l'invitation. En ligne avec nous de Conakry, Boubacar Sansobari. Il est directeur de publication du site d'information ledeli.com et également éditorialiste. Bonjour Boubacar Sansobari. Bonjour, bonjour à vos auditeurs. Alors, d'entrée de jeu, chers invités, je voudrais avoir votre appréciation des réactions de ces organisations que je viens de citer, la CEDEAO, l'Union africaine, en cas de coup de force. Prenons d'abord les coups d'État militaires. Alors, Ibrahim Mbodj, quelle appréciation faites-vous de ce que la CEDEAO dit des coups d'État militaires? Merci Moumouni, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je salue aussi les auditeurs qui sont en train de prêter attention. L'appréciation que je peux faire de l'action de la CEDEAO sur les coups d'État militaires, c'est que la CEDEAO présente un bilan en demi-teinte. Parce qu'on voit, malgré l'adoption du protocole sur la bonne gouvernance, les élections, mais aussi sur la démocratie, on voit aussi que la recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest est devenue une habitude. On voit que malgré ces protocoles, les coups d'État sont toujours présents. Maintenant, on voit d'autres formes de coups d'État. À part les coups d'État militaires, on voit maintenant des coups d'État constitutionnels qui ont forcément un impact avec les coups d'État militaires qui sont à la base des coups d'État militaires même, quand on voit que les conditions sont souvent modifiées et qui constituent souvent la cause des coups d'État militaires qui prennent les putschistes qui prennent comme alibi le fait qu'il y ait des modifications constitutionnelles avec la situation sécuritaire qu'on connaît en Afrique de l'Ouest. On voit que cette situation sécuritaire est instrumentalisée en fait par les putschistes, mais aussi pour venir au pouvoir ou bien pour accaparer le pouvoir. C'est un peu ce qui s'est passé en Guinée et au Gabon, j'allais dire, avec le général Oligui Nguema. Tout à fait. Malgré ça, face à cette situation, naturellement, la CEDEAO essaie de prendre un régime de sanctions contre ces pays, mais on voit qu'en réalité, ce régime de sanctions n'est pas très approprié à ces pays, ou bien ne porte pas atteinte souvent à ces pays, parce que ces régimes de sanctions ne sont pas respectés, ou bien ces pays sont tout bonnement de la CEDEAO. On voit aujourd'hui la création de l'Alliance des États pour le Sahel, des États du Sahel. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre, en fait, qui montre que la CEDEAO, en termes d'adoption de sanctions, ou bien le bilan de la CEDEAO dans la lutte contre les coups d'État, on voit que c'est un bilan en demi-teinte qui n'a pas encore atteint toute sa plénitude. Alors, Boubacar Sansobari, la Guinée aujourd'hui a connu de coups d'État avec la CEDEAO qui là aussi est entrée en jeu avec certes des condamnations, mais avec également un dialogue avec la transition, les autorités de la transition. Et quelle appréciation faites-vous de la réaction, que ce soit de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine, quand surviennent des coups d'État militaires? Alors, jusqu'ici, on va dire que les mécanismes de réaction des organisations régionales et même de l'Union africaine avaient plus ou moins fonctionné. C'était dès que survient un coup d'État particulièrement militaire dans un pays, on suspend tout de suite le pays, on édicte un certain nombre de sanctions et
on s'arrange à limiter la durée de la transition. Jusqu'à tout récemment, ce mécanisme-là avait plus ou moins fonctionné. Il faut aussi ajouter que dans le cas, par exemple, du Burkina, après Le coup d'État de Damiba? Blaise, ah non, après Blaise Compaoré, je veux dire, Mhm, mhm. et dans le cas du Mali, le précédent, le premier coup d'État de 2012, Ouais. l'organisation régionale avait réussi à faire en sorte que ce ne soit pas les militaires qui dirigent la transition. C'était une personnalité civile qui avait, notamment Dionkunda Traoré dans le cas du Dans le cas Mali. malien Donc, plus ou moins, et Kafando dans le cas voilà, burkinabé. exactement. Plus ou moins, ces mécanismes-là avaient fonctionné jusqu'à tout récemment. Et on va dire que même dans le cas du Mali, tout cela a commencé à se dégrader après le second, ce qu'on appelait le second coup d'État au Mali en 2021. Sinon, la première phase était plutôt conduite là aussi par un militaire à la retraite et on semblait s'entendre sur le mécanisme de gestion de la transition. C'est à la suite du second coup d'État que pratiquement tout cela s'est dégradé et les choses sont allées très vite au point que désormais on sait que ces éléments-là ne peuvent plus suffire à gérer une prise de pouvoir par la force. Alors, Ibrahim Mbodj, intéressons-nous maintenant au coup d'État euh, en ce qui concerne les coups d'État non militaires, à savoir les changements anticonstitutionnels, parce que c'est une autre forme de coup d'État. Et sur cette autre forme de coup d'État, on n'entend pas beaucoup ces organisations. Du moins, beaucoup dans l'opinion publique de ces différents pays estiment que ces organisations ne sont prêtes à condamner que lorsque les militaires font irruption sur la scène politique. Oui, tout à fait. Malheureusement, c'est la forme de coup d'État la plus répandue qu'on est en train d'observer en Afrique de l'Ouest, avec les changements inconstitutionnels très fréquents. Donc, je l'ai dit tantôt dans mes propos, c'est ces changements constitutionnels qui encouragent même les coups d'État militaires. Je pense que au dernier sommet de la CEDEAO, il y a un chef d'État qui avait fait même ce reproche à la CEDEAO en disant que au lieu de fustiger les coups d'État militaires, la CEDEAO devrait plutôt s'intéresser aux changements inconstitutionnels qui sont en train de miner certains pays et qui sont surtout à la base de beaucoup de coups d'État militaires, parce que ce sont deux concepts étroitement liés qui montrent en réalité qu'avec les efforts ou bien les efforts fournis par la CEDEAO pour lutter contre les coups d'État militaires, si ces mêmes efforts étaient fournis par la CEDEAO pour lutter contre les changements inconstitutionnels, alors je pense qu'il y aurait une forte baisse des coups d'État militaires ou bien une forte probabilité de coups d'État militaires comme nous sommes en train de l'observer dans la région ouest africaine. Boubacar Sansobari, prenons l'exemple de la Guinée. Quand je parle de changement anticonstitutionnel, on a entendu beaucoup de Guinéens crier à moulin fait lorsque Alpha Condé avait voulu passer en force, et il a réussi d'ailleurs ce troisième mandat. Euh, Comment appréciez-vous le fait que la CEDEAO ne soit pas trop bavarde, ainsi que l'Union africaine, qu'elle ne soit pas trop bavarde quand il y a des modifications de ce type? Alors, puisque vous prenez l'exemple de la Guinée, je dois dire que avant que les gens ne se mettent à manifester à Conakry avec le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, il y a des anciens dirigeants du Bénin et du Nigeria qui avaient été dépêchés pour essayer de sensibiliser le président Alpha Condé, des présidents qui s'étaient refusés à recevoir, je dois préciser. Et je mets ça, cet aspect, je rappelle cela parce que il me semble que peut-être du point de vue juridique, du point de vue des textes, la CEDEAO n'est pas suffisamment outillée pour suffisamment intervenir, notamment dans le cadre des coups d'État qu'on appelle désormais coups d'État constitutionnels. Parce que le seul dispositif juridique dont la CEDEAO aurait pu se prévaloir, c'est le protocole additionnel sur les élections et la bonne gouvernance. Alors, ce protocole-là, il est très limite. Il est très insuffisant parce qu'en gros, tout ce qu'il peut permettre, c'est empêcher un dirigeant de modifier la loi électorale
avant 6 mois avant les élections. Et dans le cas de la Guinée, ce qui s'est passé, c'est que le président Alpha Condé, comprenant qu'il ne pouvait pas notamment modifier la constitution avant 6 mois avant l'élection du mois d'octobre 2020, ce qu'il a fait, c'est le 22 mars qu'il a organisé le double scrutin qui lui a permis de modifier, de changer totalement la Est-ce que constitution. Floria Ça veut Cité dire vient de faire au que, puisque Togo les aussi? gens savent que c'est exactement. Donc, je pense que ce n'est pas nécessairement que la CEDEAO avait peut-être manqué de volonté, mais juridiquement, elle n'était pas outillée pour faire une intervention autre que celle qu'il y a eu. Et puis, l'autre chose aussi, je pense que la CEDEAO a tendance à être dissuasive. Par exemple, quand c'est la Guinée-Bissau, quand c'est la Gambie, mais quand il s'agit C'est du quoi, une politique Sénégal, de quand deux il poids, deux s'agit de la Côte mesures? d'Ivoire, quand il s'agit, dans le cas d'espèces, de deux poids, deux mesures, quand il s'agit des pays dits petits, on sait brandir les muscles, on peut menacer d'envoyer une force régionale, mais quand il s'agit des mastodontes de la sous-région, pratiquement, on ne peut que laisser faire. Alors, on peut lire dans le protocole que vous avez mentionné tout à l'heure, Sanso Bari, protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention des conflits, que toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes, et tout changement anticonstitutionnel est interdit, de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. Mais qu'est-ce qui explique, Dr Ibrahim Mbouj, des actes contraires à ces principes quand on sait que la CEDEAO se définit comme étant une CEDEAO des peuples et inclusive? Et n'oublions pas que les tenants actuels de la CEDEAO sont les principaux instigateurs même de la non-limitation des mandats. On parle des chefs d'État ou bien des commissions de la CEDEAO? On parle des chefs d'État même, des chefs d'État même de la CEDEAO qui sont les instigateurs même de la non-limitation des mandats. On a vu l'exemple dans certains pays des présidents qui ont achevé leur mandat mais qui ont voulu faire briguer un autre mandat. Donc avec ça, quand on est tenant de la CEDEAO avec cet esprit, donc forcément qu'il y aura problème, il y aura des blocages pour réellement essayer de trouver des issues, pour essayer d'organiser des élections pacifiques pour des moyens de dévolution du pouvoir de manière pacifique. Donc s'il n'y a pas cette évolution au niveau des mentalités, ou bien si ces chefs d'État ne sont pas prêts à se faire violence pour lâcher le pouvoir, donc là, ça se répercute automatiquement au niveau de la CEDEAO qui devient une organisation presque stérile et presque impuissante pour faire face à ce fléau même qui constitue un vrai problème en Afrique de l'Ouest avec ces changements inconstitutionnels. Dans beaucoup de pays, la Constitution a explicitement ou bien implicitement montré qu'il y a la limitation des mandats à 2. Et la Constitution a dit comment il faut la réviser elle-même. Tout à fait. Mais on contourne ces dispositions. Voilà, mais on contourne ces dispositions. Donc, si la Constitution est explicite là-dessus et qu'on contourne ces dispositions, donc il y a un problème. Donc, c'est devenu très problématique en Afrique de l'Ouest. Donc, il faudrait à la CEDEAO de trouver au plus vite des moyens pour faire face à ce problème, parce que c'est un problème, surtout nous, quand on connaît le contexte sécuritaire qui mine actuellement la région ouest africaine. Donc, c'est un sujet à réflexion pour essayer de trouver comment essayer de respecter cette limitation des mandats, parce que c'est la clé même de la stabilité de certains pays. Donc, c'est un problème à remédier et que la CEDEAO devrait au plus vite essayer de trouver des solutions. Alors, Boubacar Sanso Bari, les règles sont connues, mais les gens les violent sans que ça leur pose problème. Je voudrais d'abord dire, vous savez, quand on dit dans nos pays désormais des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives, et vous pouvez aligner ainsi les qualificatifs, on a l'impression que c'est plus un gadget. Hein. Pratiquement, toutes les élections sont déclarées libres, inclusives, transparentes, alors que dans les faits, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est juste devenu Boubacar Sanso Bari, c'est dit comme ça au plan national et vous avez la communauté internationale qui valide. Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Exactement. Donc, ça veut dire que même quand on dit qu'on ne peut accéder au pouvoir que par ce mécanisme-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, au-delà des textes, quels sont les moyens à la disposition de la CEDEAO qui permettent d'appliquer les règles, qui permettent de faire appliquer ces textes-là? Pratiquement, il n'y en a pas.
Et puis, je pense aussi que vous avez soulevé un aspect tout à l'heure. Le fait que la CEDEAO n'existe que pratiquement que par ceux qui gouvernent les pays. C'est-à-dire les populations ne sont pratiquement présentes nulle part. La CEDEAO, l'organisation en tant que telle, ne peut pas invoquer les populations, la légitimité populaire pour prendre un certain nombre de décisions. Or, il se trouve que ce sont les mêmes dirigeants qui se réunissent là, qui doivent donc d'une certaine façon appliquer ces règles-là, qui se permettent de les violer. Je ne sais pas comment imaginer une organisation, un sommet de la CEDEAO, où vous auriez pu trouver Alpha Condé, où vous auriez pu trouver Alassane Ouattara, où vous auriez pu trouver l'ancien président désormais sénégalais Macky Sall, de prendre des décisions contre ceux qui violent la Constitution, ceux qui s'offrent des troisièmes mandats. Il n'y a aucune chance que ça marche. Parce que ce sont eux-mêmes qui n'ont pas envie que ces règles s'appliquent. Or, c'est d'eux dont on attend qu'ils appliquent ces règles-là. Donc, je pense que d'une certaine façon, la CEDEAO aussi doit faire en sorte que les populations au nom desquelles elle s'exprime, elle agit, elle légifère. Donc, à un moment donné, il faudrait que ces populations voient au chapitre. Je pense par exemple qu'on doit renforcer le Parlement de la CEDEAO pour que les populations puissent être suffisamment représentées, concernées par la marche de l'institution. Samson Barry, ce sont pourtant des députés qui... des députés élus. Les décisions sont toutes symboliques de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est-à-dire, quand la Cour de la justice de la CEDEAO prend une décision contre un État, tout le monde l'entend, mais on est tous d'accord, c'est l'unanimité, que ça ne peut rien changer sur le terrain. Alors, l'article 45 de ce même protocole de la CEDEAO dont nous parlons, Dr Ibrahima Mbodj, protocole sur la démocratie, dit rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit. Mais dans les faits, seuls les États confrontés au coup d'État militaire subissent des sanctions. Comment peut-on comprendre que on peut modifier la Constitution et se maintenir, augmenter le nombre de mandats qu'on veut, sans être inquiété, alors qu'à côté, quand un militaire vient, ce sont des sanctions? Je pense juste que c'est la justice du deux poids, deux mesures, parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre le coup d'État militaire et le coup d'État constitutionnel. On voit que l'un engendre l'autre. Donc, quand on voit que ces changements constitutionnels sont à la base, la plupart du temps, à la base des coups d'État militaires qu'on observe, donc c'est la justice du deux poids, deux mesures. Donc, il y a une année, un chef d'État qui a dit quelque chose de très pertinent en disant que pour remédier au coup d'État militaire, il faudrait plutôt essayer de trouver un moyen de remédier plutôt au coup d'État constitutionnel. Donc, pour montrer que les coups d'État constitutionnels sont surtout à la base des coups d'État militaires. Donc, parce que souvent, les militaires ils disent que les civils ont échoué, c'est pourquoi ils viennent pour pouvoir établir l'ordre. C'est le discours que nous servent aussi, parce que aussi ils ont des problèmes avec la transition, avec surtout la durée de la transition. Donc, ça montre qu'il n'y a pas de réelle différence entre les deux formes de coup d'État. Donc, il faut essayer de voir un moyen plus juste pour essayer d'adopter des régimes de sanctions qui vont à l'encontre même de ces États, ou bien pour dissuader toute forme de dissident, ou bien toute forme de velléité pour essayer de conserver le pouvoir par tous les moyens, à savoir à conquérir le pouvoir par des moyens inconstitutionnels, ou bien à savoir à essayer de conquérir le pouvoir par la force à travers les moyens militaires. Donc c'est à la CEDEAO d'essayer de trouver des moyens de sanctions, des régimes de sanctions plus adaptés pour essayer de résoudre plus vite le problème. Alors, Boubacar Samson Barry, les règles sont connues, mais les gens les violent sans que ça leur pose problème. Je voudrais d'abord dire, vous savez, quand on dit dans nos pays désormais des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives, et vous pouvez aligner ainsi les qualificatifs, on a l'impression que c'est plus un gadget, hein. Pratiquement, toutes les élections sont déclarées libres, inclusives, transparentes, alors que dans les faits, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est juste devenu un prêt-à-porter. Boubacar Samson Barry, après chaque élection, on peut le comme ça brandir au plan national, et vous avez la communauté internationale qui valide. Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Exactement. Donc, ça veut dire que même quand on dit que on ne peut accéder au pouvoir que par ce mécanisme-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, au-delà des textes,
quels sont les moyens à la disposition de la CEDEAO qui permettent d'appliquer les règles, qui permettent de faire appliquer ces textes-là. Pratiquement, il n'y en a pas. Et puis, je pense aussi que vous avez soulevé un aspect tout à l'heure, le fait que la CEDEAO n'existe que pratiquement que par ceux qui gouvernent les pays. C'est-à-dire, les populations ne sont pratiquement présentes nulle part. La CEDEAO, l'organisation en tant que telle, ne peut pas invoquer les populations, la légitimité populaire pour prendre un certain nombre de décisions. Or, il se trouve que ce sont les mêmes dirigeants qui se réunissent là, qui doivent donc d'une certaine façon appliquer ces règles-là, qui se permettent de les violer. Je ne sais pas comment imaginer une organisation, un sommet de la CEDEAO, où vous auriez pu trouver Alpha Condé, où vous auriez pu trouver Alassane Ouattara, où vous auriez pu trouver l'ancien président désormais sénégalais Macky Sall, de prendre des décisions contre ceux qui violent la Constitution, ceux qui s'offrent des troisième mandats. Il n'y a aucune chance que ça marche. Parce que ce sont eux-mêmes qui n'ont pas envie que ces règles s'appliquent. Or, c'est d'eux dont on attend qu'ils appliquent ces règles-là. Donc, je pense que d'une certaine façon, la CEDEAO aussi doit faire en sorte que les populations au nom desquelles elle s'exprime, elle agit, elle légifère. Donc, à un moment donné, il faudrait que ces populations aient voix au chapitre. Je pense par exemple que on doit renforcer le Parlement de la CEDEAO pour que les populations puissent être suffisamment représentées, concernées par la marche de l'institution. Je Sanso discutais Barry, plutôt aujourd'hui Ce sont pourtant des députés des élus. décisions somme toute symboliques de Hum, la Cour de justice de la CEDEAO. hum. C'est-à-dire, quand la Cour de la justice de la CEDEAO prend une décision contre un État, tout le monde l'entend, mais on est tous d'accord, c'est de l'unanimité, que ça ne peut rien changer sur le terrain. Alors, l'article 45 de ce même protocole de la CEDEAO dont nous parlons, Dr Ibrahim Mbouj, protocole sur la démocratie, dit rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit. Mais dans les faits, seuls les États confrontés au coup d'État militaire subissent des sanctions. Comment peut-on comprendre que on peut modifier la Constitution et se maintenir, augmenter le nombre de mandats qu'on veut, sans être inquiété, alors qu'à côté, quand un militaire vient, ce sont des sanctions. Je pense juste que c'est la justice du deux poids, deux mesures, parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre le coup d'État militaire et le coup d'État constitutionnel. On voit que l'un engendre l'autre. Donc, quand on voit que ces changements constitutionnels sont à la base, la plupart du temps, à la base des coups d'État militaires qu'on observe, donc c'est la justice du deux poids, deux mesures. Donc, il y a une année, un chef d'État qui a dit quelque chose de très pertinent en disant que pour remédier au coup d'État militaire, il faudrait plutôt essayer de trouver un moyen de remédier plutôt au coup d'État constitutionnel. Donc, pour montrer que les coups d'État constitutionnels sont surtout à la base des coups d'État militaires. Parce Donc, que souvent, les militaires ils disent que les civils ont échoué, c'est pourquoi ils viennent pour pouvoir établir l'ordre. c'est le discours que nous servent aussi, parce que aussi ils ont des problèmes avec la transition, avec surtout la durée de la transition. Donc ça montre qu'il n'y a pas de réelle différence entre les deux formes de coup d'État. Donc il faut essayer de voir un moyen plus juste pour essayer d'adopter des régimes de sanctions qui vont à l'encontre même de ces États, ou bien pour dissuader toute forme de dissident, ou bien toute forme de velléité pour essayer de conserver le pouvoir par tous les moyens, à savoir à conquérir le pouvoir par des moyens inconstitutionnels, ou bien à savoir à essayer de conquérir le pouvoir par la force à travers les moyens militaires. Donc c'est à la CEDEAO d'essayer de trouver des moyens de sanctions, des régimes de sanctions plus adaptés pour essayer de résoudre plus vite le problème. En dehors des condamnations, Boubacar Sanso Barry, de plus en plus, chaque État s'aligne sur les sanctions de l'organisation en fonction de ses intérêts. On l'a vu dans le cadre du coup d'État contre Mohamed Bazoum. Beaucoup de pays n'étaient pas pour ces sanctions. Et c'est d'ailleurs ce qui a été à la base de l'échec de l'intervention militaire pour remettre en selle Mohamed Bazoum. Pourquoi la CEDEAO est impuissante jusqu'à ce point? Est-ce que cela est dû au bouleversement géopolitique en cours en Afrique de l'Ouest? D'abord, si vous permettez, je suis parfaitement d'accord avec l'invité qui
qu'il y a eu du deux poids, deux mesures. Tantôt, on est prompt à prendre des sanctions les plus radicales possibles quand c'est un coup d'État militaire. Tantôt, on est silencieux, on laisse faire un coup d'État dit constitutionnel. Cependant, il ne faudrait pas que, notamment les militaires qui viennent au pouvoir par coup d'État, viennent invoquer les coups d'État constitutionnels pour justifier leur propre coup d'État à eux. Parce que, soyons honnêtes, ces présidents, au moment où ils changeaient la constitution, ou au moment où ils opéraient leur fraude électorale, ils ne reposaient que sur cette même armée, sur ces mêmes militaires. En réalité, même le coup d'État constitutionnel a une partie peut-être implicite, mais a une part militaire. Donc, il ne faut pas, moi je trouve que c'est un prétexte qui peut peut-être passer facilement aux yeux de... Non, c'est même quelquefois, c'est encouragé. Si l'armée ne réprime pas l'opposition, la contestation populaire, non, ce n'est pas très évident que les coups d'État constitutionnels se passent. Ce n'est pas très évident que la fraude électorale puisse fonctionner. Donc, et pour ce qui est du Niger, je pense que le précédent malien est passé par là. C'est-à-dire, à partir du moment où les sanctions qui avaient été adoptées par le Mali ont eu, on va dire, très peu d'efficacité parce qu'elles étaient si lourdes, elles étaient si radicales que tout le monde avait pensé que le Mali allait très vite s'écrouler et que dans la foulée, le Mali allait ramper à quatre pattes pour venir prier la CEDEAO. C'est ce qui ne s'est pas passé. Donc, à partir du moment où le Mali avait fait le dos rond, avait plus ou moins résisté, les gens se sont dit finalement, on a pris autant de sanctions qui n'ont pas eu les effets escomptés et peut-être que ça n'a eu d'impact que sur les populations. Ce n'est pas la peine de rééditer les mêmes sanctions. Ce que vous dites, cette forme de reculade de la part de la CEDEAO a commencé quand, après l'échec au niveau du Mali, on a vu que dans le cas burkinabé, la CEDEAO a commencé à reculer. Les sanctions n'étaient pas aussi dures face au Burkina Faso qu'elles l'étaient face au Mali et après le Niger a suivi. Oui, alors je pense que du côté de la CEDEAO et pour tout le monde, autant on aurait pu justifier les coups d'État maliens, disons les expliquer par les crises sécuritaires, le fait que dans les deux cas, les gens étaient confrontés à des crises liées aux terroristes, autant le Niger n'était pas confronté à un péril aussi important. Donc, le coup d'État du Niger était encore plus incompréhensible pour l'organisation de la sous-région. Et puis, il y avait une crise, Sanso Barry, ce que vous dites, cette forme de reculade de la part de la CEDEAO a commencé quand, après l'échec au niveau du Mali, on a vu que dans le cas burkinabé, la CEDEAO a commencé à reculer. Les sanctions n'étaient pas aussi dures face au Burkina Faso qu'elles l'étaient face au Mali et après le Niger a suivi. Oui, ces propos-là ont certes existé, mais ils ne pouvaient pas peser face au fait que, par exemple, dans le cas du Burkina, il y a des régions qui étaient totalement inaccessibles à l'État burkinabé, qui échappaient au contrôle de l'État burkinabé. Donc, ça n'avait pas la même envergure. Et puis, je pense que la CEDEAO et tout le monde a dû se dire que le cas du Niger devait normalement servir de Rubicon. C'est-à-dire, si on a laissé le Mali faire un coup d'État, le Burkina faire un coup d'État, le Niger, si la CEDEAO n'avait pas brandi les muscles, peut-être que dans la foulée, ça aurait été, je ne sais pas moi, la Côte d'Ivoire, un autre pays, et ainsi de suite. Donc, la CEDEAO a estimé qu'il fallait établir une ligne rouge. Mais il est vrai que les gens ont estimé que ces sanctions-là, comme elles n'avaient pas opéré au Mali, elles n'auraient pas pu opérer au Niger. Alors, Ibrahima Mbodj, l'action de l'Union africaine maintenant, parlons-en. L'Union africaine, elle agit comme un observateur lointain, mais ces sanctions, enfin, ces actions ont quand même de l'effet lorsqu'il y a coup d'État dans certains pays. Tout comme la CEDEAO, l'Union africaine a aussi développé sa charte de la bonne gouvernance, de la démocratie et des élections, mais on voit que cette charte n'a pas de réel impact sur la limitation des coups d'État sur le continent. Elle n'est pas adaptée? Mais elle n'est pas, je ne sais pas si ce n'est pas tellement adapté, mais on voit que... Ou bien c'est un problème de mécanisme? Je pense plus que c'est un problème de mécanisme. On voit que
la CEDEAO, l'Union africaine ont utilisé des moyens plutôt diplomatiques avec les chartes, des protocoles, mais on voit que ça n'a pas marché. Donc, elles ont recouru à des solutions, à des solutions militaires. Donc, là, le dernier exemple en date, c'est cette menace même de la CEDEAO, ou bien cette proposition d'invasion ou bien d'intervention militaire au Niger, mais on voit que ça n'a pas porté ses fruits, ou bien c'est un projet qui n'a pas abouti. Est-ce que c'est l'une des conséquences du copier-coller des textes des États européens qui s'observent en Afrique? D'une certaine manière, parce que tout comme la démocratie, on voit que certains mécanismes ne sont pas adaptés aux réalités même de certains pays. Donc ça peut expliquer d'une certaine manière cet échec ou bien ce bilan en demi-teinte essuyé ou bien dressé par nos organisations régionales, aussi bien par l'Union africaine mais aussi par la CEDEAO. Donc c'est un problème d'adaptation entre ces mécanismes ou bien entre ces moyens utilisés pour essayer de réguler ces coups d'État militaires ou bien pour essayer d'instaurer la bonne gouvernance, qui n'entre pas en phase avec les réalités de certains pays en quelque sorte. Donc c'est un cycle qui se poursuit et qui n'est pas encore prêt d'être fini, même si on note certains progrès notables dans certains pays anglophones, par exemple, qui sont beaucoup plus en avance sur le plan de la démocratie, aussi des élections. Mais on voit que dans l'espace francophone, il y a toujours des progrès à faire. Les élections ne sont qu'une façade en réalité en Afrique de l'Est. On voit que ces élections sont organisées, mais ne respectent pas toutes les conditions de vraies élections. Les élections ne sont pas seulement les seuls baromètres de la démocratie. Donc il faudra faire un peu plus pour essayer de trouver des mécanismes plus adaptés qui seront plus en phase avec les réalités africaines. Boubacar Sansouvari, parlons de votre pays, la Guinée. La Guinée aujourd'hui est dans ce qu'on appelle un glissement de calendrier. Le 31 décembre devrait sanctionner la fin de la transition politique. Mais le fait est que le pouvoir de la transition invoque un compromis entre griffes dynamiques avec la CEDEAO pour traîner un peu des pieds dans l'organisation des élections pour le retour du pouvoir aux civils. Est-ce que quelque part la CEDEAO se rend coupable de complicité avec des régimes face auxquels elle devrait être beaucoup plus rigoureuse pour favoriser le respect de ses propres textes, de ses propres lois? Alors, pour ce qui est de la Guinée, je pense que d'abord, quand on dit que la transition devrait prendre fin le 31 décembre dernier, c'est conformément à ce compromis dynamique-là. C'est-à-dire même ce compromis dynamique, c'est ce compromis dynamique qui estimait qu'on devait arriver au retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 31 décembre dernier. Et sur l'attitude, et même pour moi, ce qui se passe en Guinée est illustratif de la faiblesse, du peu d'efficacité, de l'inefficacité donc de la CEDEAO. C'est qu'on est arrivé le 31 décembre, on a constaté qu'il n'y avait pas de retour à l'ordre constitutionnel, on n'a même pas organisé le référendum, mais la CEDEAO n'y pouvait rien. Elle ne peut absolument rien. La CEDEAO qui est déjà confrontée à la sortie du Mali, du Burkina, du Niger, et peut-être aujourd'hui, c'est le Togo qui n'exclut pas l'hypothèse d'intégrer l'AES. La CEDEAO trouve que ce n'est peut-être pas la peine d'ouvrir un autre front avec la Guinée, au risque que cette dernière, à son tour, menace de quitter la CEDEAO. Si on se retrouve avec une organisation à voilà. Donc, si on se retrouve dans une organisation à 15, 5 décident de s'en aller, vous savez qu'il ne reste plus grand-chose de cette organisation. Donc, la CEDEAO est dans une approche dynamique, pragmatique, qui fait qu'elle est plus dans l'accompagnement des autorités de la transition en Guinée que d'exiger quoi que ce soit. Désormais, visiblement, l'Union africaine semble approuver l'action de la CEDEAO dans ce sens. Oui, et tout à l'heure, quand vous évoquiez le cadre de l'Union africaine, vous disiez que l'Union africaine agit comme un acteur lointain. Et je pense que c'est exactement ça. J'ai l'impression que l'Union africaine, mesurant l'ampleur des crises et le peu de réponses qu'elle peut apporter, décide de manière tacite de sous-traiter les crises aux organisations sous-régionales. Donc, dans le cas de la CEDEAO, donc, elle laisse la CEDEAO se débrouiller comme bon lui semble et elle se dit que peut-être il ne faut pas suffisamment s'impliquer et au risque d'essuyer un échec.
Parce que si ce n'est pas la CEDEAO qui réussit à trouver une issue, un dénouement à une crise interne à l'organisation, dans un pays de l'organisation sous-régionale, ce n'est pas nécessairement l'Union africaine qui est encore moins outillée qui peut le réussir. Alors, nous allons marquer une courte pause dans ce débat et nous revenons pour la suite. De retour dans ce studio pour la suite de notre débat mensuel, notre débat sur la démocratie et la bonne gouvernance en partenariat avec la NED, la National Endowment for Democracy. Et je suis avec Ibrahima Mbodj, Dr Ibrahima Mbodj, il est chargé de programme à Africadium Center, un think tank basé à Dakar. Boubacar Sansobari est avec nous, directeur de publication du site d'information ledeli.com et il est également éditorialiste. Dans la première partie, nous avons parlé beaucoup plus des actions de la CEDEAO et de l'Union africaine face au régime qui ne respecte pas, notamment le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Je rappelle que le thème de cette émission s'intitule ainsi qu'il suit: les organisations régionales et continentales et leurs politiques et actions contre les coups d'État et autres changements anticonstitutionnels. Alors, Dr Ibrahima Mbodj, on poursuit avec vous. Les actions de l'Union africaine contre les coups d'État et changements anticonstitutionnels semblent, disons, évidentes, mais est-ce que, en quelque sorte, vous les sentez-vous? Tout comme la CEDEAO, l'Union africaine a aussi développé sa charte de la bonne gouvernance, de la démocratie et des élections, mais on voit que cette charte n'a pas de réel impact sur la limitation des coups d'État sur le continent. Elle n'est pas adaptée? Mais elle n'est pas, je ne sais pas si ce n'est pas tellement adapté, mais on voit que... Ou bien c'est un problème de mécanisme? Je pense plus que c'est un problème de mécanisme. On voit que la CEDEAO, l'Union africaine ont utilisé des moyens plutôt diplomatiques avec les chartes, des protocoles, mais on voit que ça n'a pas marché. Donc, elles ont recouru à des solutions, à des solutions militaires. Donc, là, le dernier exemple en date, c'est cette menace même de la CEDEAO, ou bien cette proposition d'invasion ou bien d'intervention militaire au Niger, mais que on voit que ça n'a pas porté ses fruits, ou bien c'est un projet qui n'a pas abouti. Est-ce que c'est l'une des conséquences du copier-coller des textes des États européens qui s'observent en Afrique? D'une certaine manière, parce que tout comme la démocratie, on voit que certains mécanismes ne sont pas adaptés aux réalités même de certains pays. Donc ça peut expliquer d'une certaine manière cet échec ou bien ce bilan en demi-teinte essuyé ou bien dressé par nos organisations régionales, aussi bien par l'Union africaine mais aussi par la CEDEAO. Donc c'est un problème d'adaptation entre ces mécanismes ou bien entre ces moyens utilisés pour essayer de réguler ces coups d'État militaires ou bien pour essayer d'instaurer la bonne gouvernance, qui n'entre pas en phase avec les réalités de certains pays en quelque sorte. Donc c'est un cycle qui se poursuit et qui n'est pas encore prêt d'être fini, même si on note certains progrès notables dans certains pays anglophones, par exemple, qui sont beaucoup plus en avance sur le plan de la démocratie, aussi des élections. Mais on voit que dans l'espace francophone, il y a toujours des progrès à faire. Les élections ne sont qu'une façade en réalité en Afrique de l'Ouest. On voit que ces élections sont organisées, mais ne respectent pas toutes les conditions de vraies élections. Les élections ne sont pas seulement les seuls baromètres de la démocratie. Donc il faudra faire un peu plus pour essayer de trouver des mécanismes plus adaptés qui seront plus en phase avec les réalités africaines. Boubacar Sansobari, avez-vous le sentiment que les bouleversements géopolitiques et la maturité démocratique des populations devraient pousser ces organisations à revoir certains mécanismes qui visiblement ne sont plus opérants? Oui, normalement. Vous savez, moi, je suis même étonné par l'apathie que ces organisations observent vis-à-vis de ce que moi je pense comme, en tout cas que je perçois comme une crise d'envergure. C'est-à-dire, le risque aujourd'hui d'implosion de la CEDEAO, ce serait un tel recul dans la marche pour l'intégration de notre continent, de l'intégration africaine, que j'aurais pensé que il y a des mois, on aurait pu organiser ne serait-ce qu'un sommet qui soit entièrement consacré à ces coups d'État-là. C'est-à-dire, on réunit un sommet extraordinaire, tous les dirigeants viennent et Boubacar Sansobari, il y a quand même des efforts. Il y a des efforts, on a même parlé d'une force en attente de la CEDEAO contre les coups d'État.
Oui, non, mais vous savez, pour moi, les réflexions doivent précéder les actions. C'est-à-dire, décréter qu'une force en attente doit se déployer éventuellement. D'abord, retrouvons-nous, discutons des causes, celles dont nous sommes en train de parler, les modifications constitutionnelles, la fraude électorale, le déficit d'intégration, notamment économique. Discutons de ces choses-là et envisageons à la suite de ça des solutions, un plan d'action est adopté par conséquent. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. On est en train, d'un sommet à un autre, la question, on dilue la question dans l'instabilité politique, les crises politiques, on la dilue, alors qu'on peut nommer ces problèmes-là, ils ont un nom. Pour ce qui est de votre question, à savoir les bouleversements, les transformations, bah, je m'en méfie un peu. Logiquement, la jeunesse du continent, le fait que la population soit majoritairement jeune, le fait que ce soit une population de plus en plus connectée, donc en phase avec ce qui se passe à travers le monde, devrait pouvoir inciter les dirigeants à s'adapter à cette dynamique évolutive-là. Sauf que, on va dire aussi, dans cette information, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des populations qui, quelquefois, sont désinformées par le biais des réseaux sociaux, une jeunesse désœuvrée, une jeunesse qui, dans la majeure partie des cas, n'est pas suffisamment scolarisée, n'est pas suffisamment formée, donc suffisamment manipulable, y compris par des puissances étrangères. On ne sait pas pratiquement par quel bout prendre tout ça. Aujourd'hui, quand il y a les contestations que la CEDEAO subit, les contestations que les dirigeants dits réguliers, dits légaux de la sous-région sont en train de subir, tout cela n'est pas du fait de leurs résultats, c'est aussi du fait que l'Afrique de l'Ouest, l'espace de la CEDEAO, est devenu une zone d'affrontement entre puissances totalement étrangères au continent africain et on est dans un cas de figure où les populations ne sont pas suffisamment outillées pour savoir est-ce qu'elles manifestent, elles contestent dans le cadre de défendre leurs propres intérêts, les intérêts de leur pays, ou si, à leur insu, elles sont en train d'agir au nom d'intérêts qu'elles ne maîtrisent pas suffisamment. Donc, pour moi, et tout ça devrait appeler à une pause, à un examen profond pour suffisamment cerner le phénomène afin, encore une fois, d'établir une marche à suivre, d'opérer une rupture, aussi bien dans la gouvernance interne à chaque pays. Alors, en attendant que Boubacar Sansoubari nous revienne, je voudrais vous entendre, docteur Ibrahim Mbodj, sur la même question. Les bouleversements géopolitiques et la maturité démocratique des populations, est-ce que ce sont des facteurs qui devraient pousser ces organisations à revoir certains de leurs mécanismes qui, visiblement, ne sont plus opérants? Alors, en attendant que Boubacar Sansoubari nous revienne, je voudrais vous entendre, docteur Ibrahim Mbodj, sur la même question. Les bouleversements géopolitiques et la maturité démocratique des populations, est-ce que ce sont des facteurs qui devraient pousser ces organisations à revoir certains de leurs mécanismes qui, visiblement, ne sont plus opérants? Et donc, les institutions devraient s'adapter, devraient opérer des changements en tenant compte de ce nouveau contexte. En fait, ces institutions doivent suivre cette dynamique évolutive parce que tout n'est pas figé. On voit qu'il y a une certaine évolution, surtout boostée par le numérique, qui est en train d'occuper une très grande place dans ces bouleversements. Donc, les institutions devraient trouver des moyens plus adaptés en fait de suivre ce rythme effréné que nous imposent les nouvelles technologies qui utilisent comme arme cette nouvelle citoyenneté. Donc, maintenant, il n'y a plus l'espace public concret, mais il y a aussi l'espace public virtuel qui est en train de prendre petit à petit le dessus sur l'espace public plus concret que nous connaissons. Donc, les institutions doivent suivre cette dynamique, doivent essayer de s'adapter à cette dynamique pour vraiment suivre le rythme, pour ne pas être dépassés. Boubacar Sansoubari, vous êtes de retour. On vous écoute pour la suite de votre développement. Non, alors il disait tout à l'heure que l'Afrique de l'Ouest n'est plus l'arrière-cour de la France. Je suis parfaitement d'accord. Maintenant, et il faut même s'en féliciter, mais il faut en même temps, il ne faut pas que
on dise que ce n'est plus l'arrière-cour de la France, mais que l'on cautionne que ce soit l'arrière-cour d'une autre puissance, doivent réaliser qu'il faut bâtir un espace qui soit suffisamment autonome, qui soit suffisamment indépendant, qui sache aujourd'hui, mes intérêts sont avec plutôt X, demain, mes intérêts sont plutôt avec Y, mais ne pas avoir un alignement systématique. Et même préparer aussi les populations à identifier et à mieux défendre ces intérêts-là, enjeux, que ce soit un rapport, il faut faire en sorte outiller un peu plus les populations parce que sinon, on est happé par tout ça, on ne maîtrise pas nécessairement et à son corps défendant, on défend probablement quelque chose d'autre qu'on ne maîtrise pas. Alors, docteur Ibrahim Mbodj, nous parlions tout à l'heure de la nécessité de pouvoir, pour ces organisations, tenir compte du nouveau contexte avec ces bouleversements géopolitiques. Quelle stratégie finalement pour mieux définir des actions efficientes de lutte contre les coups d'État et changements anticonstitutionnels dans ce contexte? La meilleure stratégie, à mon avis, c'est de s'adapter, c'est l'adaptation. Essayer de trouver les moyens de s'adapter à ce nouveau contexte géopolitique que nous impose le monde actuellement. Donc, je reviens surtout sur l'émergence de ces puissances émergentes. C'est nullement pour cautionner leur présence. On voit que la France a historiquement eu ses bases en Afrique, mais ce n'est pas pour cautionner l'émergence d'autres puissances qui occupent l'arrière-cour qui a été historiquement détenue par la France. Mais maintenant, on voit que certains régimes ont une certaine affinité avec certaines puissances. On sait que, voilà, comme la Russie ou bien la Chine, c'est des puissances qui ne sont pas tellement friandes de droits de l'homme, donc forcément ça arrange certains régimes. Donc il faudrait surtout, dans le contexte de nos institutions, ou bien dans le cadre de nos institutionnels que nous connaissons avec la CEDEAO et l'Union africaine, c'est de trouver un moyen de s'adapter à cette nouvelle dynamique évolutive avec ce rythme effréné que nous connaissons aujourd'hui pour essayer de trouver des moyens plus adaptés ou bien des outils plus adaptés afin d'installer des institutions solides qui seront à même de faire face à ce défi. Boubacar Sansobari, sur la même question, stratégie pour mieux définir des actions efficientes de lutte contre les coups d'État et changements anticonstitutionnels dans ce contexte mouvant? Moi, je pense que dans le cadre de la CEDEAO, par exemple, cela doit commencer par ce que je disais tout à l'heure, prendre d'abord la mesure de la situation et, comme il l'a dit tout à l'heure, s'adapter. Mais s'adapter, pour moi, ça suppose aussi que l'organisation trouve un peu plus de la légitimité aux yeux des populations. Moi, je n'exclus pas, par exemple, que l'organisation édicte, parce qu'il est évident qu'elle est démunie en termes de point de vue juridique pour faire face à certaines situations. On l'a évoqué tout à l'heure, notamment pour les coups d'État constitutionnels. Elle n'est pas toujours juridiquement outillée pour faire face à ces situations-là. Donc, il faudrait adapter notamment ces textes-là, combler le vide juridique et quitte à ce que elle légitime tout ça par une espèce de référendum au niveau communautaire, au niveau de l'ensemble de la sous-région. Et les textes sont soumis, il y a une campagne qui se mène, et puis les populations elles-mêmes donnent leur caution à ces textes-là. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il ne faudrait pas que la CEDEAO se ramène uniquement à la Commission et à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il faudrait que, parce que si c'est à la Commission et à la conférence des chefs d'État, ça concerne uniquement la superstructure, ça concerne uniquement les dirigeants. Comment impliquer donc les populations? Voilà, non, comment impliquer les populations? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que les décisions, par exemple, qu'on donne de la vigueur à la Cour de justice de la CEDEAO, il faudrait donner de la vigueur au Parlement et surtout, moi je discutais récemment avec un interlocuteur en Guinée qui me disait que
les projets structurants d'intégration sous-régionale, il faudrait que l'organisation se les réapproprie. Il me donnait l'exemple suivant. Vous savez, dans le cas du Sénégal, le Sénégal aujourd'hui a découvert du pétrole, du gaz. Pourquoi est-ce que dans une dynamique d'intégration sous-régionale, on ne ferait pas du Sénégal la source d'énergie de la sous-région? C'est-à-dire que l'énergie consommée dans bon nombre de pays de la sous-région puisse venir du Sénégal. Mais dans le cas, par exemple, de la Guinée qui a de la bauxite en abondance, qui a du fer en abondance, pourquoi est-ce que la Guinée ne serait pas, par exemple, ne ferait pas l'acier, l'aluminium pour l'ensemble de la sous-région et qu'on mette en place des projets de voies ferrées, d'intégrateurs pour l'ensemble de la sous-région. Vous imaginez, par exemple, si la CEDEAO, si le Sénégal desservait le Mali, le Burkina et le Niger, du point de vue du courant énergétique, vous imaginez que ça aurait été facile de dire du jour au lendemain que j'en sors? Vous imaginez par exemple que si tous ces pays étaient reliés, je ne sais pas moi, par le train, que par exemple un citoyen du Niger pouvait facilement venir à Conakry par les voies ferrées. Vous pensez que ça aurait été facile de désintégrer tout ça? Donc il faudrait que les gens soient un peu plus ambitieux, qu'on sorte de la routine dans laquelle on est aujourd'hui et que l'on réalise vraiment les ambitions initiales de la CEDEAO, l'intégration économique, maintenant à côté de laquelle, ça, qui ne peut pas se faire sans un certain nombre de règles à respecter du point de vue de la gouvernance politique. Boubacar Sansobari, sur la même question, stratégie pour mieux définir des actions efficientes de lutte contre les coups d'État et changements anticonstitutionnels dans ce contexte mouvant. Les populations doivent être plus impliquées dans les prises de décision, doivent être impliquées dans ces prises de décision. Quand on voit qu'au niveau institutionnel, on voit que souvent l'avis de la majorité ou bien des populations n'est pas souvent très pris en compte. Donc la meilleure façon d'impliquer ces populations, c'est, comme je l'ai dit tantôt, d'essayer de s'adapter au nouveau contexte, essayer de vraiment d'entrer dans cet espace virtuel. On voit qu'aujourd'hui, cet espace virtuel constitue un vrai atout utilisé par les populations, bien par les citoyens. C'est devenu une tribune même d'expression. Donc, il faut essayer, à travers cette tribune, essayer d'impliquer les populations pour essayer de recueillir leur avis, mais aussi essayer de mettre en place des dispositions, bien des mécanismes qui vont emporter le consentement général. Donc, à travers ces mécanismes, les populations vont intervenir, donner leur avis, bien sur des prises de décision, sur des problèmes ponctuels, des problèmes conjoncturels. Les populations pourraient intervenir à travers aussi bien cet espace virtuel, mais aussi l'espace concret, pour vraiment essayer d'appuyer ces actions. Mais toujours est-il que c'est ces actions qui devraient faire les premiers pas pour impliquer davantage les populations, aussi bien les jeunes, les femmes, pour avoir vraiment des mécanismes inclusifs, mais aussi des dispositions beaucoup plus inclusives qui prennent en compte la vie générale. Et voilà, ainsi s'achève ce débat mensuel que nous étions en train d'avoir avec nos experts pour parler de ce thème, les organisations régionales et continentales et leurs politiques et actions contre les coups d'État et autres changements anticonstitutionnels. Somme toute, ces actions, en cas de coup d'État et de bouleversement, s'avèrent insuffisantes et ces actions-là sont appliquées en fonction de la nature même du régime en place et dans certains cas comme les changements de constitution, les modifications de constitution, ces sanctions ne sont même pas prononcées. Très souvent, il n'y a que de condamnation à demi-teinte. Et à ce niveau, nos invités nous ont dit combien la CEDEAO doit se remettre en question et doit revoir ses instruments juridiques pour s'adapter au contexte qui change en Afrique de l'Ouest, en raison notamment des bouleversements géopolitiques. J'étais avec Dr Ibrahima Mbodj, il est chargé des programmes à Africadium Center, un think tank basé ici à Dakar. Merci, Dr Mbodj, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Boubacar Sansobari était également avec nous, directeur de publication du site d'information ledjeli.com, site qui site qui propose du contenu au public du monde depuis la Guinée. Vous êtes également éditorialiste. Merci à vous, Sansobari. Je vous remercie.
Chers auditeurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Partie technique Maodo Diouf pour ce qui est de la diffusion des contenus sur notre chaîne YouTube. Cher Ndiaye et Oumou Danyogo, merci à vous et nous nous disons dans un mois pour un autre débat mensuel sur l'heure des citoyens. Gardez la forme. Au revoir.